Bonjour Raphaël Arnaud. Bonjour. Merci infiniment d'accorder à Blast cet entretien exclusif qui marque d'une certaine manière votre retour dans l'arène politique et médiatique dans un contexte particulièrement tendu lié à la mort de Quentin Derenque, dans des circonstances tragiques sur lesquelles nous allons revenir. Vous êtes député de la France Insoumise du Vaucluse et vous avez été le cofondateur en 2018 du collectif antifasciste La Jeune Garde, dissous en 2025. Collectif dont plusieurs membres seraient impliqués dans la mort de Quentin Derenque, militant d'extrême droite radicale, dans le cadre d'une rixe qui lui a été fatale. Parmi les 11 interpellés initiaux, on relève 9 mises en examen, dont 2 qui concernent un ex de vos stagiaires et un collaborateur. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire. Votre assistant parlementaire, Jacques-Élie Favreau, est poursuivi pour complicité par instigation. À ce stade, les circonstances précises de l'altercation qui ont abouti à la mort de Quentin Derenque ne sont pas définitivement établies et les responsabilités pénales éventuelles relèvent désormais de l'enquête judiciaire. Mais l'affaire en tant que telle qui déborde le cadre judiciaire a pris une tournure médiatique, politique inouïe, inédite, sur laquelle il nous semble important de nous arrêter avec vous. Et cela motive aussi notre décision à Blast aussi de vous entendre, étant donné que nous n'accordons que très rarement des entretiens aux acteurs et actrices de la vie politique française. Alors que votre responsabilité et plus généralement celle de la France insoumise a été largement pointée du doigt dans le drame qui a coûté la vie à Quentin Derenque, votre silence après la mort de ce dernier le 14 février a été autant interrogé que votre parole est attendue aujourd'hui. Alors avant de revenir ensemble sur les faits qui sont disponibles, les ressorts, les enjeux, les instrumentalisations politiques, j'aimerais tout simplement vous demander comment vous allez et qu'est-ce qui motive aujourd'hui votre prise de parole après des semaines de silence. Raphaël Arnaud. Déjà, merci pour cet entretien qui était nécessaire parce que je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent des questions. D'une part évidemment sur l'affaire en elle-même, mais plus globalement sur le contexte politique, ce que ça a déclenché, ce que ça a suscité chez les gens, aussi la peur que ça a pu susciter, et à raison, toutes les questions aussi que ça pose sur l'antifascisme, quelle méthode, quel outil on se donne, quelle critique aussi on est capable de se donner pour aller vers une lutte la plus saine possible et la plus juste possible et la plus efficace possible. Et le fait qu'aujourd'hui je décide de prendre la parole, c'est très simple, c'est pour une raison évidente, c'est-à-dire de poursuivre mon mandat de député. J'ai reçu d'ailleurs énormément de messages, alors au milieu des menaces de mort évidemment aussi, qui ont expliqué en partie mon silence, mais pas que, c'est un mélange de tout un tas de choses, mais beaucoup de messages qui me sollicitent pour mon travail de député. Là encore récemment, j'ai été sollicité parce qu'il y a des fermetures de classes dans des écoles maternelles et primaires en tant que député, donc pour intervenir, pour se battre pour une école qui fonctionne, si possible, malgré un gouvernement qui met de plus en plus de bâtons dans les roues. Donc c'est pour cette raison-là que je sors du silence et qu'il y a un besoin tout simplement dans le Vaucluse et plus généralement même à l'Assemblée nationale, avec les travaux aussi qui reprennent. Il y avait aussi cette réalité-là que les travaux avaient été suspendus pour cause des municipales et que là ils reprennent. Donc il y avait une volonté évidemment de retourner au travail, ni plus ni moins, avec aussi, encore une fois, cette question politique qui se pose. Et la deuxième question qui est posée, c'est la question du silence. Alors déjà, ça n'a pas été un silence total. J'ai eu des prises de parole très brèves à travers mes réseaux sociaux qui me semblaient obligatoires au vu du contexte. Évidemment, en étant alarmé par la situation, par l'horreur de la mort d'un homme, d'un jeune homme. On pourra y revenir. Mais évidemment qu'en tant que militant antifasciste, ça traverse des choses terribles. Et d'ailleurs, ce que je dis dans une de mes communications rapidement, je dis tout ce que j'ai toujours redouté depuis des années à Lyon, on y reviendra certainement sur le contexte lyonnais, se déroule à nouveau. Je pensais qu'on en était sorti, en partie, parce que notamment on a obtenu des victoires antifascistes qui ont permis de limiter la violence de l'extrême droite, qui ont permis de casser une certaine dynamique de violence, etc. Mais elle était bel et bien toujours présente, on y reviendra. Et malheureusement, on se retrouve face à cette situation, des mots aussi évidemment pour la famille dans ma communication. Et puis derrière, oui, au milieu des menaces de mort, il y a eu aussi beaucoup de tristesse et une volonté de prendre de la hauteur sur le moment. Et j'avais pas la sensation que de prendre la parole dans ce moment, ça aurait été très opportun pour apaiser les choses.
J'avais une peur affreuse qu'il y ait une violence qui s'embrase dans le pays à ce moment-là, de part et d'autre. Alors on a vu évidemment une violence médiatique qui s'est déchaînée, mais j'avais une peur que ça se transmette dans la rue avec des gens qui n'attendent que ça, qui n'attendent que de pouvoir exprimer leur violence. On a déjà eu plusieurs exemples, malheureusement, de la part de l'extrême droite, mais j'avais peur qu'ils se saisissent de cette opportunité. Ça a d'ailleurs été le cas, en partie, avec des attaques de permanence, avec des attaques, des menaces au couteau, notamment sur une candidate à Strasbourg, etc. Mais c'est vrai que j'avais pas la sensation, en tout cas, que de prendre la parole, c'était peut-être une erreur, mais que de prendre plus la parole, ça aurait aidé à apaiser la situation dans le pays et aider à comprendre et aussi à laisser faire la justice, quoi. Parce qu'évidemment, tout le monde est au courant à présent, mais je n'étais pas présent, évidemment, sur les lieux. Je n'étais pas au courant, évidemment, de ce qui allait se produire, de ce qui s'était produit, etc. Et donc, en plus de ça, prendre la parole, mais pourquoi dire ? Vous imaginez qu'à ce moment-là, on s'imagine 1000 théories. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Comment ? Évidemment que les premiers éléments donnés par l'extrême droite, je me doutais fortement que c'était pas la réalité, parce que je connais la situation, parce que je l'ai vécu, parce que j'ai moi-même été menacé de mort à plusieurs reprises par des couteaux, par des gens qui sont venus à mon domicile, par des militants d'extrême droite qui sont venus menacer ma famille, etc. Donc je connais la situation lyonnaise, le profil de ces militants-là, extrêmement violents, etc. Je connais aussi, évidemment, une personnalité comme Jacques-Élie Favreau, avec qui j'ai travaillé. Je me doute évidemment que c'est pas quelqu'un qui souhaite la mort d'autres personnes, quand bien même le combat politique peut être dur parfois. Donc tout ça faisait que je me suis dit qu'il valait mieux pas prendre la parole, qu'il valait mieux que la justice avance, et puis aussi je savais que c'est une réalité, mais il faut faire toujours attention à ne pas individualiser la lutte. Je suis un des visages de l'antifascisme, mais preuve en est avec cette période et qui m'a aussi réconforté en partie, c'est de prendre la mesure que en fait y a plein de gens qui prennent le relais, qui sont au combat, qui sont dans le combat antifasciste déjà depuis des années, et qu'il ne s'agit pas de Raphaël Arnaud, il ne s'agit pas de la jeune garde, il ne s'agit pas de telle ou telle personnalité, il s'agit d'un combat beaucoup plus large qui nous dépasse. Et si certains pensent que en détruisant un outil comme la jeune garde ou en effaçant une députation, par exemple la mienne, etc., ça ferait qu'il n'y aurait plus d'antifascisme, ils se mettent le doigt dans l'œil. Et preuve en est, c'est qu'heureusement, il y en a qui ont gardé de la dignité dans cette période et qui ont réussi à garder le cap et à poser certaines limites à l'indécence qui se déroulait sous nos yeux et à l'inversion totale des valeurs. Alors, vous avez évoqué beaucoup de choses sur lesquelles qu'on va développer, sur lesquelles, évidemment, on va revenir. Cette mise au point, elle intervient dans un climat de tension, comme je le disais au départ, et en ce sens-là, elle est très importante. Je rappelle que l'enquête sur les circonstances précises de la mort de Quentin Dorenc sera longue, elle se poursuit, elle s'est manifestée aussi ces derniers jours par l'interpellation d'une dizaine de membres de collectifs d'ultra-droite. Il faudra donc attendre les conclusions pour se prononcer sur les responsabilités individuelles dans ce décès. Pourtant, comme vous l'avez aussi évoqué, très rapidement, un récit s'est imposé, ce qu'on peut appeler un récit officiel, visant à légitimer un cadre d'analyse, comme je le disais, qui pointe votre responsabilité, celle des antifascistes, celle de la France insoumise. On a pu entendre l'extrême gauche a du sang sur les mains, c'est l'extrême gauche qui tue, c'est l'extrême gauche qui menace la République. Je rappelle que la catégorie d'extrême gauche, c'est une catégorie qui a été avalisée par le ministre de l'Intérieur juste avant les dernières élections municipales. Alors, cette charge d'une rare, parce que vous parliez de l'Assemblée nationale et j'aimerais qu'on y arrive, cette charge d'une rare véhémence, elle n'est pas le fait du seul Rassemblement national comme on pourrait s'y attendre. Elle a aussi et d'abord été prononcée par des élus et des membres du gouvernement, des élus au sein de l'Assemblée nationale. Dans cette même Assemblée nationale où une minute de silence a été observée pour Quentin Dorenc, dont on cerne quand même un peu plus aujourd'hui le profil grâce au travail des journalistes, notamment à Blast. Je renvoie les gens qui nous regardent à la contre-enquête qu'on a pu réaliser et aussi aux révélations de Mediapart qui mettent au jour ces accointances, notamment, en tout cas, supposées avec des groupuscules néo-nazis. Donc cette même Assemblée nationale, vous parliez des messages de soutien que vous avez beaucoup reçus, où quand même un large consensus s'est imposé, qui avait déjà été le cas au tout début de votre mandature de député par rapport à votre profil, s'est imposé pour demander votre démission
et votre exclusion de l'Assemblée nationale, par la voix aussi, par exemple, de la présidente de l'Assemblée nationale, qui ne comprendrait pas comment vous feriez pour revenir travailler au sein de cette Assemblée, à l'exception évidemment de votre mouvement, on en reviendra aussi, qui fait bloc autour de vous. Alors tout simplement, comment vous anticipez ce retour à l'Assemblée nationale dans ce contexte-là, s'il y a retour bien sûr? Comme j'ai toujours vécu, à peine on arrivait à l'Assemblée nationale en juillet 2024, ça secouait déjà fort. Parce que le processus fasciste en cours qu'on dénonçait était déjà là. Ça y va par étapes de toute façon. Je pense que l'instrumentalisation autour de cette affaire est une accélération de ce processus. Mais de toute façon, elle était déjà là, elle est là. Et donc oui, ça secoue, je le dis. Enfin, je pense que je l'ai répété à peut-être toutes mes prises de parole, qu'elles soient médiatiques, en conférence, en meeting, etc., que ça allait secouer dans la période. Ça l'a envoyé parce qu'on a une classe politique et médiatique qui se vautre dans des erreurs du passé, qui se jette dans les barres de l'extrême droite. Preuve en est avec cette affaire, c'est que à peine l'affaire avait éclaté, qu'on ne connaissait pas vraiment les circonstances, qu'ils reprenaient tous unanimement, de façon avec certaines fois de la nuance, mais tous unanimement la version donnée par des néo-nazis qui étaient interviewés sur les plateaux, qui pouvaient déballer. On pouvait se douter qu'a priori, si l'affaire était horrible soit-elle, etc., c'était assez éloigné de la réalité, de ce qui s'était réellement passé. Et effectivement, il y a eu cette minute de silence, il y a eu ces déclarations, je pense à Sébastien Chenu, qui dit « il était de notre tribu », en parlant de ce jeune homme qui manifestement, traînait dans les pires milieux néo-nazis, a eu des déclarations absolument ignobles, comme quoi il fallait déterrer Halimi pour la fusiller à nouveau, des propos ignobles sur Simone Veil, des propos antisémites, des propos islamophobes, des propos... bref, tout ce qu'il y a de pire des milieux néo-nazis. Et ensuite, ils se retrouvent face à cette situation. Bon, qu'ils ont eux-mêmes provoqué en réalité, parce qu'ils laissent une place aujourd'hui au Rassemblement national, à l'Assemblée, qui est déconcertante, quoi. Ils se parlent entre eux, ils mangent ensemble, ils rigolent ensemble, ils construisent ensemble politiquement, ils votent ensemble à l'Assemblée nationale. Donc c'est pas une découverte. Et cette espèce d'inversion des valeurs, de faire croire que l'ennemi, ce serait l'antifascisme, de faire croire que ce serait la gauche, l'ennemi, que ce serait eux, les violents, etc., etc. En réalité, c'est une époque... Enfin, c'est quelque chose, malheureusement, qu'on a déjà vécu. Je fais souvent le parallèle historique, je l'ai fait d'ailleurs dans plusieurs prises de parole. Je suis pas en train de dire qu'il y a un copier-coller. D'ailleurs, en termes de violence politique, heureusement, on n'est pas dans une situation similaire à celle des années 30. On est une génération qui n'avons pas connu la guerre. On est une génération nettement moins violente que les périodes passées. Mais force est de constater que les antifascistes à l'époque étaient déjà considérés comme des parias, des gens qui d'une part n'avaient pas accès à ces institutions, mais même pire que ça, qui étaient traités comme des terroristes. La fameuse affiche rouge, reprise évidemment posée par les nazis qui occupaient à cette époque la France, mais relayée par l'ensemble de la presse de l'époque dominante, relayée par l'ensemble des politiques de l'époque, etc. C'est des gens qui ont été emprisonnés, c'est des gens qui ont été ensuite fusillés. Donc on sait cette histoire, on la connaît, et c'est en train à nouveau de se redérouler sous nos yeux. Vous avez été qualifié d'ailleurs de nouveau fasciste par une certaine presse. Il y a eu des unes qui vous qualifiaient le visage des nouveaux fascistes. Donc on est effectivement dans cette... La confusion est totale. Inversion des valeurs. L'inversion des valeurs et la confusion. La confusion, c'est une stratégie même voulue par l'extrême droite en réalité. On a des personnages comme Bannon aux États-Unis qui sont des proches conseillers de Donald Trump, qui ont d'ailleurs conseillé aussi Marine Le Pen et d'autres dirigeants d'extrême droite européens. C'est voulu, c'est cherché. Le but, c'est de semer le maximum de confusion possible dans l'esprit des gens pour qu'ensuite on puisse accepter toutes les horreurs. Une fois que vous avez tout inversé, vous expliquez que les antifascistes, finalement, seraient les vrais fascistes. Les antiracistes de la première heure seraient finalement des antisémites. Les féministes seraient finalement celles qui posent les inégalités entre les hommes et les femmes, etc., etc. Quand vous avez posé cette confusion totale, alors ensuite les horreurs viennent, et c'est un peu l'idée. Donc oui, effectivement, dans cette assemblée, on vit à nouveau ce qui a pu se passer lors de périodes précédentes, c'est-à-dire une confusion totale, des gens qui n'ont plus de repères politiques, au profit de gens, pour le coup, qui ont une structure politique, qui savent où ils vont. Je pense notamment au Rassemblement national, qui ont des accointances, évidemment, néofascistes, néo-nazis certaines fois. Cette affaire aussi a révélé cette chose-là, à nouveau révélée, même si on l'avait évidemment bien en tête.
Et voilà, et ces espèces d'entre-deux là qui essayent d'exister au gré des vents médiatiques, etc. Quand on a des médias justement qui sont contrôlés par des milliardaires, qui eux aussi ont un objectif très précis, je pense à par exemple des personnages comme Vincent Bolloré, reprennent ces mêmes éléments de langage, reprennent ces mêmes logiques et sont capables de se vautrer, notamment je pense à des personnalités de gauche sans les citer, mais dans ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire reprendre les mots de l'extrême droite, reprendre leurs thématiques, reprendre leur analyse de la situation, en mettant sur le même plan, par exemple, les antifascistes avec les groupes fascistes, etc. C'est une catastrophe. Vous pensez à une personne? Oui. Non, je ne vais pas citer de personne parce que je pense que ce n'est pas très intéressant. En tout cas, dans cette équivalence construite entre la violence ultra-gauche et la violence ultra-droite, c'est terrible, sur laquelle on va s'arrêter aussi. Et dans ce renversement de valeurs inédit là, que vous soulignez, effectivement, il faut noter cette séquence où Jordan Bardella a demandé aux autres formations de mettre en place un cordon sanitaire autour de la France insoumise, donc qui a quand même été peut-être un moment de bascule. Et parmi les accusations qui sont portées sans cesse et qui sont un peu partagées, qui font presque consensus, on vous accuse de tenir des propos qui installent un climat favorable à la violence des groupes d'ultra-gauche. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette critique qui s'installe assez largement? Non, c'est n'importe quoi et ça rentre dans le même état d'esprit. À partir du moment où on défend des positions fortes contre l'extrême droite, forcément ça les arrange pas et ils tentent de nous criminaliser pour décrédibiliser notre parole et la rendre forcément inaudible une fois qu'on dit des choses comme ça. Mais oui, c'est sûr qu'il y a eu cette volonté de la part de l'extrême droite de nous décrédibiliser, de nous écarter du champ politique. Mais en fait, ils le font tout le temps, en continu. C'est-à-dire que là, on fait une focale sur cette affaire parce qu'évidemment, il y a eu une grosse médiatisation, etc. Mais c'est tout le temps, c'est au quotidien. C'est-à-dire, prendre un exemple autre, mais Rima Hassan, par exemple, il y a des gens qui ont demandé la déchéance de sa nationalité. Ils ne supportent même pas que des personnalités comme ça puissent ne serait-ce qu'exister politiquement. On voit bien ce qui se passe aussi autour de Bali Bagayoko, maire récent de Saint-Denis, etc. Il y a vraiment une volonté de nous éteindre politiquement. Et à tous ceux à gauche qui imaginent que ce serait seulement concentré sur la France insoumise. Alors c'est vrai que c'est beaucoup concentré sur la France insoumise, parce que c'est à un moment donné une formation politique qui a décidé non pas de se radicaliser comme on l'entend. Quand on regarde le programme de la France insoumise, en réalité, il n'est pas si radical que ça. Moi, je viens de formation plus radicale. Par exemple, j'ai eu mon passé, par exemple, au nouveau parti anticapitaliste. Donc non, ce n'est pas l'extrême gauche, la France insoumise. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un décalage à droite de l'ensemble du champ politique, y compris de la part de formations dites de gauche. Et que ces gens-là, aujourd'hui, perdent leur boussole, ne se repèrent plus. Et le seul tort de la France insoumise, c'est d'avoir gardé une boussole et de n'avoir pas cédé sur des positions qui devraient faire unanimité à gauche. C'est ça, aujourd'hui, qui est en ligne de mire. Et donc, à celles et ceux qui penseraient, oui, que ce serait seulement sur la France insoumise, que ça battrait tous ces orages médiatiques, politiques, etc., et qu'ensuite, eux en seraient préservés s'ils ne se mêlent pas trop à tout ça, etc., c'est une erreur, mais catastrophique. C'est exactement, encore une fois, ce qui s'est passé au siècle précédent. Et à la fin, il y a tout le monde qui disparaît. Parce que le but, à la fin, c'est d'éteindre la gauche. C'est d'éteindre toutes les idées. Quand je dis la gauche, c'est au sens large. Les oppositions, d'éteindre les oppositions, oui, la critique, la possibilité d'avoir des alternatives à cette société inégalitaire, violente, on y reviendra, à la montée du fascisme. C'est tout ça qui est en jeu. Et si aujourd'hui la France insoumise prend le dos de beaucoup de ces luttes-là, soit, mais j'aimerais que ce ne soit pas que la France insoumise, c'est un problème. C'est un réel problème qu'aujourd'hui la France insoumise soit, pas tout le temps, mais trop souvent seule. La question palestinienne aussi a été un tournant pour tout un tas de gens, parce qu'il y a eu une sauce médiatique mais immense pendant des mois. Peut-être beaucoup plus d'ailleurs violente que là ce qui s'est passé, beaucoup centralisé sur moi et sur d'autres, le mouvement antifasciste. Beaucoup plus violente, ça a été au moment de la question de est-ce qu'on était en solidarité avec un peuple qui était en train de subir un génocide. À la fin, finalement, on s'est rendu compte que la gauche, parce que des organisations, y compris la France insoumise, avaient tenu la barre, que tout un tas d'organisations, finalement, se sont rangées à la suite derrière ces positions-là. Mais au début, ils ont tous abandonné. Ils ont tous quitté le navire, ils ont tous sauté dans l'espèce de Titanic là, médiatique qui était en train de faire couler toutes nos luttes. Donc voilà. Et toujours se rappeler, là je vais
je parle beaucoup de la France Insoumise parce qu'évidemment, c'est sous le feu des projecteurs médiatiques. Oh non, oui. Mais c'est pas que la France Insoumise. Il y a plein de gens qui luttent au quotidien, de partout, à toutes les échelles, à tous les niveaux. Et c'est ce qui fait que ça tient. Et c'est ce qui fait que ça va tenir. Et c'est ce qui fait qu'on peut encore imaginer un avenir radieux, même si évidemment, c'est difficile. Alors, on va évoquer aussi ça un peu plus loin et on va revenir quand même sur ce récit officiel un peu qui se détricote de jour en jour, dont on a parlé un petit peu au-delà de l'enquête. Donc, le premier qui a été initialement propagé par le collectif d'extrême droite fémo-nationaliste némésiste, dont le rôle aussi, pour le moins trouble, a été récemment souligné par le journal L'Humanité. Donc tout ce récit-là est largement remis en cause par des révélations successives liées aussi au travail des journalistes qu'il faut ici saluer. Et la dernière révélation en date, non des moindres, de mon point de vue, elle provient de photos qui ont été divulguées par BFM TV. Elles sont particulièrement accablantes. Elles nous renseignent sur la présence des renseignements territoriaux, précisément avant la rixe et après. Comment vous les interprétez? Et surtout, est-ce que vous avez peut-être des choses à demander au ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui ne fait pas partie des moindres de vos accusateurs, il fait partie même des premiers accusateurs. La responsabilité est immense. Surtout que ce que je disais au début de l'entretien, j'expliquais qu'on y reviendra encore une fois sur la situation lyonnaise. Je disais que tout ce dont j'ai eu peur pendant des années s'est déroulé et les alertes ont été plus que nombreuses. Et ça a été d'ailleurs notre rôle en tant qu'organisation antifasciste, notre premier rôle, bien au-delà de la question de l'affrontement, etc., de rue qui a été très ciblé médiatiquement, c'est d'alerter les pouvoirs publics. En l'occurrence, la préfecture de Lyon, par exemple, sur le nombre d'attaques. Il ne faut pas imaginer que c'est depuis une conférence de la France Insoumise qu'il y a des attaques de l'extrême droite à Lyon. Il ne faut pas imaginer que c'est depuis qu'il y a la Jeune Garde qu'il y aurait des violences de rue à Lyon, etc., etc. Bah non, en fait, ça remonte à des années et des années d'occupation de la part de groupes d'extrême droite dans cette ville, avec des locaux, des attaques quotidiennes. Je crois que le local du Parti communiste français a été attaqué plus de 17 fois en plusieurs années, ce qui ont fait qu'ils ont dû délaisser les locaux, tellement ils étaient attaqués par cette même extrême droite. Et ce qu'on observe effectivement avec cette affaire, qui révèle beaucoup de choses, c'est que la police était présente sur place. Alors, effectivement, il y a eu des sources policières qui ont expliqué que les renseignements territoriaux n'ont pas à intervenir au moment des faits, etc. Pourquoi pas, mais peut-être prévenir dans ces cas-là qu'il va se passer quelque chose, a priori. Qu'il y a un risque d'affrontement, on pouvait s'en douter, en plus dans un contexte comme à Lyon, où on sait qu'il y a des groupes d'extrême droite qui viennent armés, quasiment à chaque événement de gauche, on sait qu'il y a des lynchages depuis des années, on sait qu'il y a des attaques au couteau, on sait qu'il y a des violences inouïes sur l'ensemble, encore une fois, des apparitions de gauche, et même plus largement, même des gens en raison de leur couleur de peau, en raison de leur orientation sexuelle, etc. Donc on sait cette situation. D'ailleurs, il me semble même que, je ne sais plus dans quel média, était apparu le fait que Némésis avait prévenu même la préfecture de leur petite sortie. Donc la préfecture pouvait se douter que lorsque Némésis sort, ce qui s'est d'ailleurs passé à Lyon, lorsqu'ils étaient venus pour une manifestation féministe contre les violences sexistes et sexuelles à Lyon, et il y a eu une attaque de la part. Elles sont apparues avec des pancartes, le même schéma habituel. Et derrière, il y a des milices d'extrême droite qui sont arrivées pour charger la manifestation. C'est documenté, avec des matraques télescopiques, avec des gazeuses. Ils ont fait des saluts nazis. Lorsqu'ils sont repartis de cette rixe, aucune interpellation, rien. Et ça fait des années que ça dure. Donc il y a un laisser-faire total. Et là, c'est vrai que c'est très préoccupant de se dire que, d'une part, il n'y a pas eu a priori, alors après, je ne sais pas où ça a capoté, à quel niveau. Est-ce que les renseignements territoriaux ont prévenu les équipes de police qui auraient pu intervenir et elles ne sont pas intervenues? Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Et je ne vais pas faire 1000 théories. En tout cas, il y a eu des problématiques de ce point de vue-là. La chose la plus, encore une fois, hallucinante, c'est qu'on n'est pas dans n'importe quelle ville. On est dans une ville où ça se répète depuis des années. C'est juste hallucinant. Et qu'il n'y ait pas eu d'interpellation même après, par exemple, l'affrontement. Je crois que la police est arrivée sur place de longues minutes après l'affrontement. Enfin, tout ça est très troublant. Ça pose beaucoup de questions. Et ça fait des années qu'on alerte. Il y a eu des attaques, je pense, par exemple, à une conférence de la France Insoumise à Bordeaux. Ce jour-là, il n'y avait que le service d'ordre de la France Insoumise qui a fermé les grilles, qui a eu le temps de fermer les grilles pour éviter une attaque extrêmement violente de la part de groupuscules d'extrême droite. C'est pareil. Je crois qu'il y a eu une arrivée de la police plus d'une heure après sur les lieux. Moi, je me suis rendu à Orléans cette même année, pour une conférence. C'était lunaire comme affaire. Heureusement, il n'y a pas eu de drame ce jour-là, mais l'extrême droite avait dit « on veut l'annulation de cette conférence ».
Évidemment, il n'y avait aucune raison d'interdire cette conférence. Ils n'étaient pas contents, du coup, ils sont venus devant la conférence pour un rassemblement. Ils étaient divisés en plusieurs groupes. Ils étaient à 30 mètres de la porte de la conférence, 30 mètres. C'est-à-dire que toutes les personnes qui passaient et qui venaient ou sortaient de la conférence étaient confrontées à des groupes cagoulés. Je les ai pris en photo. Je suis sorti les prendre en photo. Vous savez ce que m'a dit la police ? Il m'a dit arrêtez vos conneries, vous provoquez. Allez hop, rentrez dans votre conférence, là vous les provoquez. Non mais c'est qui provoque qui là ? En fait, l'inversion est systématique. Il y a plus d'une quinzaine d'hommes qui sont cagoulés, mais cagoulés devant la police. Ils sont accoudés comme ça devant le mur et ils attendent en gros pour pouvoir castagner à n'importe quel moment. La police manifestement ne les dégage pas. Et tout ça pour dire que ça s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus large que cette affaire. Et de beaucoup plus complexe. Beaucoup plus complexe. Il est certain qu'il va falloir tout observer, tout comprendre, là où ça a capoté, les responsabilités à tous les étages. Et là, effectivement, vous m'avez posé la question du ministre de l'Intérieur, qui a été d'une indécence immense, qui a osé remettre, par exemple, la responsabilité sur la France Insoumise, qui manifestement, évidemment, n'a rien à voir avec cette affaire. C'est su, d'ailleurs, il le savait dès le départ. Donc c'était un mensonge puisqu'il avait ses renseignements territoriaux sur place. Il savait que c'était pas en lien direct avec la conférence. Par contre, il savait que dès le départ qu'il y avait une rixe, y compris le procureur. Enfin, moi je vous avoue que j'ai peur et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu peur dans ce moment-là aussi, parce qu'il y a des défaillances à tous les étages, y compris de la part d'institutions dans lesquelles on devrait retrouver une certaine forme de neutralité. Manifestement, elle n'existe pas vraiment. Vous pensez qu'il y a un laisser-faire, un laisser-aller ? Un laisser-faire, c'est certain. Enfin, encore une fois, on reviendra sur la question de Lyon. Lyon, ça fait des années qu'il y avait 5 locaux d'extrême droite. Néo-nazis, néo-fascistes, royalistes. On avait toute la faune et la flore la plus radicale de l'extrême droite lyonnaise. Pendant des années, ils ont laissé faire des attaques au couteau. On est passé pas loin de morts à plusieurs reprises. Des attaques sur des locaux, des attaques sur des manifestations, des attaques sur des centres LGBT. De partout, il y avait des attaques. Plusieurs fois par semaine, voire même des fois plusieurs fois dans le même week-end. Avant tout ça, la Jeune Garde. C'est d'ailleurs pour ça aussi en partie que les antifascistes se sont montés. Et c'est ce qui fait qu'il y a une volonté de militer sur la question antifasciste. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, juste, il se passait rien. Et lorsqu'on pointait cette question-là, les pouvoirs publics niaient. Ça a été la mairie de Gérard-Collomb, ça a été la préfecture qui a déjà menti à plusieurs reprises. Moi, je me souviens d'une attaque raciste extrêmement violente lors d'un match international entre la France et la Suisse. Et c'était, il me semble, à la sortie du Covid. Du coup, il n'y avait pas trop école à ce moment-là. Il y avait beaucoup de lycéens dans la rue, beaucoup de jeunes, très jeunes, qui sont sortis. Il y a eu un doublé de Karim Benzema. Du coup, il y avait des jeunes qui étaient sortis un peu faire la fête dans le centre-ville de Lyon, etc. Et ils n'ont pas supporté de voir des gamins non blancs faire la fête dans le centre-ville, avec des gamins blancs par ailleurs. Il y avait de tout... plein de jeunes qui étaient mélangés, mais les fascistes n'ont pas supporté ça. Ils sont partis s'équiper, ils sont revenus avec des couteaux, des barres en fer, ils étaient une cinquantaine, ils ont attaqué dans une rue très violemment. Ça a été filmé, ils étaient à visage découvert. À l'époque, ils étaient en roue libre, il n'y avait pas de questions à se poser. Ils ont vraiment fracassé beaucoup de monde, des bars, des gens âgés, jeunes, peu importe. Il y a eu des jeunes qui ont pris des coups de couteau au visage. Vraiment, ça a été extrêmement violent. Tout ça a été documenté, il y a beaucoup de plaintes qui ont été posées. Derrière, rien. Aucune interpellation, aucune garde à vue, alors que c'est filmé, c'est sous les yeux de tout le monde. Nous, on reconnaît des membres de l'extrême droite radicale, néo-nazis, identitaires, qui sont sur place. On les identifie parce que c'est aussi le travail de militants antifascistes. Évidemment, c'est en premier lieu de dénoncer les violences de l'extrême droite. Ils retournent dans le Vieux-Lyon, on sait, ils retournent dans leurs locaux, et il n'y a rien. Et derrière, il y a quand même du bruit médiatique. Il y a d'ailleurs des médias nationaux qui se rendent sur place tellement c'est violent et tellement c'est radical. Il y a des insultes racistes qui fusent. Enfin, tout le monde est au courant de ce qui s'est passé dans Lyon. Tout ça circule. Et la préfecture, 3 jours plus tard, qui arrive sur BFM et qui dit que non, a priori, tout ça n'avait rien de politique. Ce serait une bagarre entre supporters pour raison de tension entre la France et la Suisse. Ah. Et je veux dire, à ce moment-là, à Lyon, tout le monde est dégoûté. Et d'ailleurs, ce qui fait qu'aussi cette affaire... je pense qu'il y a eu un décalage énorme entre ce qui s'est passé nationalement et ce qui s'est passé à Lyon. À Lyon, lors de la marche, soi-disant d'hommage à Quentin Desrandes, qui était en réalité une volonté d'affirmer pour les groupes néo-nazis que ça y est, ils prennent la rue. C'était ça en réalité la volonté de cette marche. Faut savoir qu'il n'y a personne dans Lyon quasiment. Dans des centres commerciaux comme la Part-Dieu, il n'y a quasiment personne. Dans le centre-ville de Lyon, les gens s'en vont. Parce que tout le monde sait ce qui se passe à Lyon depuis des années. C'est une ville que vous connaissez bien, en effet. Ouais, et c'est
qui l'a fait passer, on dit de Lyon qu'elle est passée de capitale de la résistance à capitale de la violence politique. C'est une formule un peu comme ça qui donne à voir aussi. On a travaillé un peu sur Lyon et la spécificité de la situation lyonnaise à Blast. Et effectivement, c'est important peut-être de rappeler l'existence de cette fracture-là dont vous parlez et qui donne des éléments, en tout cas pour comprendre le contexte dans lequel est advenue cette tragédie et auquel vous faites référence. Donc c'est important, évidemment, de développer un petit peu ça. C'est ce qui vous a amené vous-même à cofonder tout à fait. la Jeune Garde en 2018 ? Il y a de l'émotion parce que cette inversion des valeurs qu'il y a eu, c'était horrible à voir sous les yeux, quoi. C'était horrible parce que, encore une fois, Lyon, c'est une situation qu'on connaît trop bien. Nous, évidemment, en tant que militants antifascistes, mais plus largement, tous les gens qui ont habité, qui ont fait des études, etc. Je sais pas, moi, je me souviens de groupes WhatsApp ou peu importe, de conversations communes étudiants, où les gens disaient non, on peut pas aller dans le Vieux-Lyon. En fait, c'est trop dangereux pour les personnes. Désolé, hein, il y a beaucoup d'émotions. Mais des personnes un peu marginalisées. Voilà, trop dangereux pour les personnes non blanches. Moi, je me souviens, j'avais discuté avec un ami qui était pompier. Il me disait que tous les week-ends, au Vieux-Lyon, il retrouvait des gens lynchés au sol pour leur couleur de peau, pour leur orientation sexuelle. Le Vieux-Lyon, c'était le quartier où il y avait des locaux d'extrême droite, dans lesquels ils étaient le plus implantés. Donc oui, je pense qu'il y a une résonance vraiment différente à Lyon de ce qui s'est passé au niveau national. Si les gens étaient horrifiés par, évidemment, ce qui s'est passé, par la mort d'un jeune homme, et ça, c'est évident pour tout le monde. Je veux dire, à part des gens qui ont un problème d'empathie, évidemment que ça a choqué tout le monde. Mais ce qui a choqué aussi, dans une seconde partie, c'est l'instrumentalisation qu'il y a eu autour de cette affaire, et qu'on ne nous raconte pas n'importe quoi sur ce qui se passe à Lyon. En fait, c'est pas BFM, ni CNews, ni des gens, même... des responsables politiques qui soit n'y ont jamais mis un pied, soit même ont participé, soit en se taisant, soit même en cachant, soit même en mentant à ce qui se passait à Lyon depuis des années, sur ce qui se passait à Lyon depuis des années. Donc c'est vrai que c'était insupportable à vivre ce truc-là, quoi. Et d'ailleurs, preuve en est, c'est que la manifestation derrière antifasciste qu'il y a eu à Lyon plusieurs jours plus tard, alors qu'il s'est déroulé sur l'ensemble du territoire, mais qui a été particulièrement massive à Lyon. Il y avait plus de 10 000 personnes dans les rues lyonnaises. Parce que les gens, ils connaissent la situation. Ils savent ce qui s'est passé depuis des années. Et moi, je commence à militer en 2016 de façon plus forte. Loi travail, donc il n'y a pas encore la Jeune Garde, hein, pas du tout. Il n'y a pas une manifestation où l'extrême droite n'attaque pas. Pas une seule. Pas un rassemblement. Peu importe la thématique. Alors, à cette époque-là, il y avait la loi travail, mais que ça soit en solidarité avec les migrants, que ce soit des rassemblements LGBT, la marche des fiertés, par exemple, interdite de passer dans le Vieux-Lyon. La marche des fiertés, il y a une ville en France où une marche LGBT ne peut pas passer dans certains quartiers. On parlait souvent, vous savez, des quartiers perdus de la République, des zones de non-droit, etc. La réponse de la préfecture à l'interdiction pendant des années de la marche des fiertés dans le passage du Vieux-Lyon, c'était de dire non, ça va exciter les groupes d'extrême droite. Et ils avaient raison, parce que les groupes d'extrême droite attaquaient systématiquement la marche des fiertés, qu'elle passe au nom d'ailleurs dans le Vieux-Lyon. D'une violence inouïe, ils débarquaient à 50 avec des barres en fer, ils charclaient tout le monde. Et ça, qu'on nous enlève cette histoire-là, c'est pas possible. Oui, et vous avez raison de le rappeler et de parler d'instrumentalisation, en tout cas d'une mise en récit qui s'appuie sur l'émotion suscitée par la mort brutale de Quentin Derengue, parce que ce que vous venez de dire, les révélations dont on a parlé tout à l'heure, un décalage avec les cadrages qui sont imposés, il y a aussi la réalité historique, dont vous parlez aussi de ce Lyon que vous connaissez, la réalité des chiffres aussi, des données objectives disponibles sur la violence en politique des différents groupes qui nous rappellent. On peut s'appuyer sur les études d'Isabelle Sommier ou de Nicolas Lebeau, qui nous rappellent que de 1986 à nos jours, par exemple, sur les 57 morts liés à des violences entre groupes politiques, de 86 à 2017, 52 sont quand même du fait de la droite radicale et 5 du fait de la gauche radicale. On sait que Lyon, d'une certaine manière, est aussi paradigmatique de cette réalité de violence-là, avec tous ces groupuscules d'extrême droite qui s'enracinent et qui gangrènent la ville. Et pourtant, donc on va quand même essayer de discuter ça aussi ensemble, la réalité objective, c'est celle-là, la réalité historique, c'est celle-là. Mais il n'empêche que l'idée
que la France serait sous l'emprise d'une gauche de plus en plus dangereuse semble quand même gagner du terrain. Alors, évidemment, avec tous les canaux, les responsables politiques, les médias, les réseaux sociaux, mais en tout cas, cette représentation-là plutôt gagne du terrain. Et elle s'appuie peut-être, alors c'est là où j'aimerais savoir un peu que vous nous parliez un petit peu aussi de la stratégie, par exemple, de la jeune garde, parce que pour beaucoup, du coup, cette violence qui s'est déchaînée sur Quentin Derenque, elle serait la mise en lumière d'une forme de violence aujourd'hui assumée, étant donné le contexte, par la jeune garde, par exemple. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'il y a quand même est-ce qu'il y a une gradation de stratégie ? Est-ce que face à cette réalité-là, il y a une part de violence un peu assumée ? Est-ce que c'est juste une riposte ? Est-ce que vous pouvez nous parler de la stratégie d'autodéfense populaire, par exemple, dont, voilà, je pense que beaucoup d'entre nous, beaucoup de gens ont besoin peut-être d'être éclairés aussi là-dessus pour mettre en perspective ces réalités totalement contradictoires, en tout cas la réalité objective et la représentation du réel qui en est faite, autour de cette émotion créée par cet événement tragique. Donc oui, donc je le disais, il y a eu évidemment beaucoup d'émotions, y compris dans nos rangs, parce que au cœur de l'antifascisme, évidemment, il y a la vie, il y a la volonté de protection de la vie pour chacun et chacune, la dignité humaine à toutes les échelles, pour tout le monde sans distinction. Et c'est à l'opposé, pour le coup, effectivement, des fascistes qui fantasment la mort. D'ailleurs, à peine il y a eu l'annonce de la mort de Quentin Derenque, il y a plusieurs groupes d'extrême droite, soit dans lesquels il a milité, soit en tout cas dont il était proche, qui ont fantasmé la mort, qui ont dit qu'il y avait quelque chose de beau à mourir au combat. Bon, je vous avoue que c'est absolument pas ce qui nous traverse. Nous, chaque mort nous touche énormément. Et c'est évidemment quelque chose qu'on doit systématiquement avoir à l'esprit, éviter un maximum la violence. C'est d'ailleurs comment dire, c'est un objectif de la gauche, si possible d'accompagner la société vers le moins possible de violence, s'émanciper le plus possible de la violence. Et il y a aussi une réalité, c'est qu'est-ce qu'on fait. Ça a été le dilemme de la gauche durant toute son histoire. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'elle se présente à nous ? Je fais exprès de prendre de la distance par rapport à l'affaire pour contextualiser. Celles et ceux à gauche qui imagineraient que, au moment où les fascistes commencent à prendre le pouvoir, commencent à prendre de plus en plus de place au siècle précédent, s'imaginer qu'il n'y a pas eu de résistance, c'est complètement faux. Il y avait déjà, dès les années 20-30, des groupes d'autodéfense antifascistes. Alors, toute proportion gardée dans un autre niveau de violence, parce qu'évidemment, c'était pas le même niveau de violence. Heureusement, aujourd'hui, on en est loin. Tant mieux, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, et il faut que la gauche fasse tout ce qui est en son pouvoir pour éviter qu'on tombe dans ces niveaux de violence-là, qui étaient imposés par le fait que voilà, toute une génération avait vécu la guerre, comme je le disais précédemment. Mais il y a eu des actes de résistance, y compris on parle beaucoup du Front populaire. Bon, là, je m'éloigne un peu, mais on parle beaucoup du Front populaire, de l'unité géniale qui s'est passée à gauche, etc. En fait, ça s'est pas fait comme ça, le Front populaire. Et c'est aussi l'histoire de l'autodéfense antifasciste. C'est important de se le redire. Il existe une unité entre les socialistes, les communistes de l'époque, des syndicalistes, des gens pas forcément liés à des organisations politiques, peu importe, sur les pavés, notamment à Paris, dans l'autodéfense antifasciste. Je parle des groupes de jeunesse, déjà à l'époque de la jeune garde, d'où la référence aussi politique évidemment très forte. Les TPPS, il y a plein de groupes d'autodéfense antifasciste qui créent cette unité sur le terrain en résistance aux attaques de l'extrême droite. Et ensuite, c'est ces organisations de jeunesse antifascistes qui viennent tirer les oreilles, entre guillemets, si je puis dire, des directions politiques, qu'elles soient socialistes, communistes à l'époque, du SPD, du SPD c'est en Allemagne, mais de la SFIO à l'époque, ou du Parti communiste, pour leur dire maintenant, mettez-vous autour de la table, ça urge, on a besoin d'unité pour obtenir des victoires et pour lutter contre l'extrême droite. Et c'est notamment donc après les émeutes de février 1934 que décident de se mettre autour de la table. Mais ça s'est pas fait comme ça. C'est pas fait comme ça du tac au tac, c'est fait parce qu'une unité s'est créée sur la question de l'autodéfense antifasciste. Donc encore une fois, que la gauche nie cet héritage-là, nie cet héritage de résistance, de capacité, même dans des moments où tout tangue, où tout part à la volo, on fait face à une violence inouïe, il faut être en capacité de résister. Maintenant, résister, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tomber dans des erreurs, on ne peut pas faire, encore une fois, des erreurs sur le terrain, et à chaque fois on doit se corriger, et c'est une volonté, et dès le départ avec la jeune garde on avait à cœur ce projet-là de systématiquement se remettre en question. D'ailleurs dès le départ de la jeune garde, l'idée c'était de mettre sur la table tout un peu les expériences antifascistes qui avaient pu avoir lieu
Alors d'un point de vue recontextualisé dans un contexte historique, etc., mais aussi plus récemment, qu'est-ce qui avait marché, pas fonctionné, etc. Quel aussi danger on avait face à nous, avec une réponse appropriée aux dangers auxquels on faisait face, etc. Et systématiquement, on se remettait en question. Lorsqu'il y avait des erreurs, il y a pu en avoir, et ben on s'est corrigé, etc., etc. Là, typiquement, ce qui s'est passé, alors d'une part, c'est pas la Jeune Garde, parce que la Jeune Garde est dissoute. C'est bon de le rappeler, qu'on n'a pas justement ce cadre organisationnel qui nous permet de remettre en question les choses, de s'organiser de façon à éviter des erreurs, j'en sais rien moi, à rester dans un cadre strict de l'autodéfense, etc., etc. Donc déjà, on n'évolue pas dans ce cadre-là. Et puis surtout, voilà, les images qui ont été diffusées, notamment par TF1, sur la fin, les militants fascistes, juste après l'arrest, qui se retrouvent au sol, etc., c'est antinomique à ce qu'on propose avec la Jeune Garde depuis des années. Ce qu'on revendique avec la Jeune Garde, c'est la possibilité de se défendre et de repousser des attaques de l'extrême droite. Ça, c'est vrai, on s'en est jamais caché, on a toujours revendiqué, on l'a toujours fait. Ce qui nous était déjà évidemment reproché, parce qu'on ne supportait pas que l'extrême droite puisse plus faire ce qu'elle voulait, quand elle voulait, etc. Et c'est ce qui fait que, heureusement, il n'y a pas eu de drame de la sorte. Donc voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est... Donc c'est-à-dire que là, vous ne retrouvez pas les codes de la Jeune Garde, par exemple, dans ce qui s'est passé? Bah non. Et ça, pour le coup, c'est là où, pour le coup, j'en veux énormément aux médias et à tous les gens qui nous suivent d'ailleurs depuis des années, c'est qu'ils savent ce qu'on fait. Ils savent ce qu'on fait depuis des années, ils savent ce qu'on a toujours revendiqué, ce qu'on a toujours condamné, à l'inverse, ou ce qu'on a toujours proclamé, etc. Donc c'est vrai que c'était... Ouais, c'était... de toute façon, il y a une instrumentalisation dans tous les sens, etc. Donc voilà, mais moi je pense qu'au-delà, encore une fois, de la question de la Jeune Garde, pas la Jeune Garde, l'ensemble du mouvement antifasciste, et quand je dis mouvement antifasciste, c'est pas seulement les personnes qui s'en autoproclament. Quand je dis le mouvement antifasciste, c'est l'ensemble des personnes qui visent à une société plus juste, plus égalitaire, qui visent à une égalité des droits, etc., doivent se poser la question autour de cette affaire, mais plus largement de qu'est-ce qu'on fait dans une situation donnée, comment est-ce qu'on se défend. Et je vais faire exprès de prendre de la distance, par exemple, ce qui se passe aux États-Unis vis-à-vis de l'ICE, quand ça arrive, quand c'est l'État. Quand c'est l'État, par exemple, Donald Trump, qui décide de amnistier toutes les personnes qui ont attaqué le Capitole, qui ont attaqué l'un des symboles les plus forts de ce qui reste encore un peu de démocratique dans ces sociétés libérales, etc. Lorsqu'il décide d'amnistier des gens qui sont venus armés pour détruire une institution, encore une fois, démocratique dans un État, etc. Et qui décide on sait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui étaient dans cette attaque du Capitole qui se retrouvent aujourd'hui dans ce qu'on appelle la milice de Trump, mais en tout cas qui aujourd'hui, à l'échelle d'un État, des gens qui ont participé à cette attaque, qui se retrouvent dans l'ICE. Comment est-ce qu'on y répond? Qu'est-ce qu'on fait? Si on ne s'est pas posé la question, on est foutu, en fait. On arrête. Et lorsque le processus est en cours, on fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Heureusement, aux États-Unis, on a eu des exemples d'autodéfense. On a des gens qui ont mis plein de choses en place, avec des sifflets, en prévenant les voisins, en s'opposant lorsqu'il y avait des violences de la part de l'ICE, etc., etc. Alors, d'une part, j'aimerais pas être à leur place, parce que c'est un niveau de violence inouï. Il y a eu des morts, d'ailleurs. Il y a eu des tirs à bout portant, etc., de la part des agents de l'ICE. Mais ça pour dire que c'est à nous de se poser ces questions-là. Parce que lorsque ça arrive, on fait quoi? C'est comme à Lyon. Moi, je veux bien entendre des leçons de morale de la part de la gauche qui disent « Ah, les antifascistes, quand même... » Oui, il y a pu avoir des erreurs de la part des militants antifascistes, il n'y a pas de souci là-dessus, j'étais premier à le reconnaître. Et avec la Jeune Garde, on a été les premiers à les reconnaître lorsqu'il y a eu des erreurs, lorsqu'on pensait que Après, il y a des débats au sein des mouvements antifascistes, lorsqu'on pensait qu'il y avait des erreurs, etc. Mais à tous ceux qui viennent nous donner des leçons là, dans leur salon institutionnel à Paris, qui viennent sur le terrain. Vous-même avez été condamné pour violence en réunion en 2025. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se sont servis pour décrédibiliser mes combats, etc. Enfin... C'est pareil, ils se sont intéressés déjà à ce qui s'est passé réellement ce jour-là. C'est documenté, là pareil, c'est médiatisé, ça s'inscrit dans ce que je disais à Lyon. 80 fascistes qui viennent armés depuis le Vieux-Lyon, comme d'habitude, ils viennent depuis leurs locaux et repartent dans leurs locaux. Ils attaquent un rassemblement lesbien ce jour-là à Lyon. C'était à Hôtel de Ville, donc sur la presqu'île. Ils attaquent à 80 avec des barres en fer, etc. C'est extrêmement violent. Ils repartent dans le Vieux-Lyon et puis ils continuent à circuler dans le centre-ville de Lyon. D'une part pour attaquer les personnes qui se sont rendues à ce rassemblement LGBT, et d'autre part pour attaquer, comme ils ont l'habitude de le faire tous les week-ends, des personnes, encore une fois, en raison de leur couleur de peau, de leur orientation politique supposée, de leur religion supposée, etc., etc. Et ce qui se passe ce jour-là, c'est que
on tombe sur un des leurs, manifestement, qui est en relation avec eux, etc. J'y décide de lui dire de partir du quartier, parce que c'est un quartier qui cible toutes les semaines, ils attaquent les locaux, etc. Alors on peut me reprocher ça, effectivement. Ouais, ce qu'on m'a dit au tribunal, c'est qu'on m'a dit pourquoi est-ce que vous n'avez pas appelé la police? Alors, on vient de parler d'une affaire où il y avait des renseignements territoriaux sur place, où il y a des groupes qui manifestement vont s'affronter, il y a de la violence qui se déchaîne, il n'y a pas d'intervention policière. Ça, à Lyon, c'était quotidien. Moi, j'aurais bien aimé que ça soit différent. C'est pas le cas. Et ce jour-là, j'ai la grippe. J'ai la grippe par, effectivement, la veste. Oui, j'ai pas à le faire. Si on prend un peu de distance, j'ai pas à gripper quelqu'un par la veste, etc. De ce point de vue-là, ce n'est pas juste. Mais voilà, on a essayé de se servir de cette affaire pour me dépeindre dans les pires violences, etc. Bon, évidemment qu'on peut se poser la question de tout ça. Mais pourquoi est-ce que dans le même temps, ils ne condamnent pas l'attaque à 80 de militants d'extrême droite armés sur le rassemblement lesbien? Ça, ils le taisent. Donc encore une fois, la question, c'est pas la violence politique en réalité. Et je réponds un peu à ce qui a été dit un peu avant. Mais oui, il y a de la violence de l'extrême droite dans ce pays. Et là où j'ai compris, là où on a compris, parce que évidemment, c'est pas à moi individuellement, là où on a compris, nous les antifascistes, qu'il y a eu un tournant, c'est Martine Aramburu dans les rues de Paris. Pourquoi ? Parce que s'il y a eu des violences de l'extrême droite en amont... C'est le joueur de rugby. Voilà, le joueur de rugby international qui s'est fait assassiner dans les rues de Paris en 2022, c'est qu'on est à 3 semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Donc la tension politique et médiatique est on ne peut plus forte. C'est le moment où peut-être il y a le plus d'attention, encore une fois, politique et médiatique dans le pays. On a un joueur de rugby international qui s'interpose parce qu'il y a une altercation raciste entre des militants d'extrême droite du GUD, du groupe Union Défense, dont on sait les liens avec Marine Le Pen et des cadres du Rassemblement national ne sont plus approuvés, qui décide encore une fois de faire une chasse à l'homme dans Paris, de poursuivre Federico Martin Aramburu, notamment à travers une Jeep, et de tirer à plusieurs reprises sur lui. Je crois qu'il y a 7 balles qui sont tirées. Là, on ne parle pas de bagarre. On ne parle pas d'affrontement entre groupes d'extrême droite et groupes d'extrême gauche, antifascistes, etc., etc. On parle de gens qui font une chasse à l'homme dans Paris, avec des armes à feu, et qui décident de tirer à 7 reprises sur un homme pour le tuer. Il n'y a eu aucune réaction médiatique à l'époque. Je crois que à part effectivement des médias indépendants, etc., mais je crois que le journal qui a le plus parlé de cette affaire, c'est l'Équipe, parce qu'il s'agissait d'un rugbyman international, dont les positions politiques d'ailleurs n'étaient pas cachées. Federico Martin Aramburu a à plusieurs reprises pris position contre le racisme, contre différentes formes de discrimination, etc. Je crois que c'est le journal qui en a le plus parlé. Rien. Pas un mot. Pas un éditorialiste qui vient poser la question des liens, par exemple, entre le GUD et Marine Le Pen. Pas un responsable politique, Emmanuel Macron ou que sais-je, qui vient quand même s'inquiéter que dans les rues de Paris, dans les rues de la capitale, on puisse tirer sur un homme à 3 semaines de l'élection présidentielle, du premier tour des élections présidentielles, où en plus on savait que Marine Le Pen pouvait potentiellement prendre le pouvoir, etc., etc. Donc là, on s'est dit qu'il y avait un tournant. On s'est dit que la violence politique, c'était pas un problème dans ce pays, pour toute une caste politique et médiatique. Ils s'en fichaient. Le maire de Saint-Brévin a été aussi une étape. Vous savez, c'est ce maire qui avait pris position, qui a décidé de mettre en avant un peu de solidarité humaine en disant qu'il allait accueillir dans sa ville quelques personnes migrantes, etc. Et l'extrême droite n'a pas supporté ça. Il y a eu des manifestations extrêmement violentes de la part de l'extrême droite, de menaces de mort envers le maire depuis des semaines et des semaines. Le maire a alerté les pouvoirs publics. Pas une réponse, pas une protection, pas de médiatisation non plus, jusqu'à qu'il crame sa maison alors qu'il y avait sa famille à l'intérieur. Il y avait sa femme et ses enfants qui dormaient dans la maison lorsqu'elle a été incendiée. Et ses véhicules aussi devant. Pas de réaction de la part de la classe politique et médiatique. Il a fallu que la gauche, en bloc, heureusement, aille sur place, médiatise un peu la chose pour qu'il y ait des réactions timides de la part du champ politique et médiatique. Encore une fois, ils se fichent de la violence politique. Lorsqu'on a des militants d'extrême droite qui, presque tous les mois, se font arrêter pour des projets d'attentats, qu'il y a des caches d'armes, des militants ou des candidats du RN, je pense à Claude Sinquet, qui mènent des attentats, par exemple sur la mosquée de Bayonne, qui tirent sur des personnes parce qu'elles sont musulmanes ou supposées musulmanes, qui assassinent. Ils s'en fichent, mais royalement. Du coup, la question qui est posée, c'est pas la question de la violence politique. La question, ce qui est posée, c'est l'extinction de la gauche. Et cette volonté, effectivement, de se saisir d'affaires, des fois
des fois de façon grotesque et ridicule. Je pense par exemple on parlait des municipalités. Le maire de Saint-Brévin, moi ça m'a encore plus rendu dingue que là, ils viennent pointer des situations où il y a des maires qui se font huer. Bon, il y a beaucoup de bruit dans la mairie, à la fois de la joie, à la fois de la colère sur certains maires, etc. Mais a priori, en tout cas de ce que j'ai pu constater, il n'y a pas de violence physique, heureusement. Non, il ne faut pas qu'on tombe dans la violence physique, évidemment. C'est rappelé par tous les responsables politiques de gauche, y compris évidemment la France Insoumise. Je ne crois pas que ça, il y a quelque chose qui déroge à la règle de ce point de vue-là. Mais de l'autre côté, on a des maires qui se font cramer leur baraque, quoi. Le maire de Péage-Roussillon, aussi, moi, à Avignon. Forcément, aussi, la campagne à Avignon a été traversée par cette affaire. On a beaucoup pointé, regardé la violence de la gauche, etc., etc. Les seules violences qui ont été constatées à Avignon, par exemple, sur des élus, ça vient de l'extrême droite. Le maire de Péage-Roussillon qui s'était fait frapper dans un bar, c'était Place Pie, par des militants d'extrême droite, parce que sa fille est métisse. Enfin, ça, c'est une réalité, effectivement, je dirais pas quotidienne, mais une réalité. Ils ont cramé une boulangerie aussi durant les élections législatives à Avignon. Vous avez vu les JT débarquer à Avignon ? BFM, CNews, pour pointer le fait qu'une boulangerie se faisait cramer parce qu'il y avait un apprenti noir qui travaillait dans cette boulangerie, avec des inscriptions racistes, etc., etc. Tout le monde se fiche de la violence politique en réalité. Elle vient être instrumentalisée pour éteindre la gauche, oui. Et évidemment, la gauche, et heureusement, on se battra toujours pour, ne sera jamais à un niveau de violence politique qui est capable d'imposer l'extrême droite, et tant mieux. C'est difficilement audible aujourd'hui, mais en gros, le sens de ce que vous explicitez, dont je m'appuyais sur les chiffres, c'était pour quand même entériner l'idée que le recours effectif à la violence dans le militantisme antifasciste reste assez rare, proportionnellement au recours à la violence dans le milieu de l'ultra-droite radicale. Et ça, ce sont des données objectives. Dans tous les cas, c'est dans ce contexte tendu que le Conseil d'État va observer dans quelques jours l'appel de l'organisation donc de la Jeune Garde pour annuler la dissolution. C'est une audience. C'est donc une audience aussi très attendue. Qu'est-ce que dans ce contexte-là, et dans ce contexte-là que vous venez de dépeindre aussi, qu'est-ce que vous espérez ? Quels arguments vont pouvoir être mis en valeur ? Oui, bon, je vous avoue que cette audience, on n'en attend pas grand-chose aujourd'hui au vu du contexte médiatique et politique qui a été posé par de nombreux responsables et la tension qu'il peut y avoir autour de tout ça. Mais par contre, évidemment, nous, on n'a pas le droit à la parole. C'est un avocat qui porte notre recours. Et par contre, ce qu'on souhaite défendre, et nous, ce qu'on souhaite défendre en réalité, c'est de ne pas raconter n'importe quoi sur ce qu'a été la Jeune Garde, sur son projet initial, sur ce qu'elle a fait, sur ses victoires, sur son travail. Déjà, effectivement, rappeler que s'il y a pu avoir des affrontements politiques, c'est vrai, ça fait partie aussi de l'histoire de la Jeune Garde, d'avoir fait face à des violences de l'extrême droite, de les avoir repoussées, évidemment pas dans les conditions de là, ce qui a pu se passer à Lyon, mais voilà, ça fait partie de son histoire, mais en réalité, c'est en termes d'équivalence par rapport à l'ensemble du travail qui a été fourni, c'est peu. La principale chose qui est mise en place par les antifascistes, bien au-delà de la Jeune Garde, c'est un travail de veille sur ce qu'est l'extrême droite, d'information, de tractage, d'activités militantes classiques, nier aussi le fait que ça fait partie aussi pour nous des victoires de la Jeune Garde, mais d'avoir su retisser du lien entre les antifascistes et d'autres formations plus traditionnelles du champ associatif, syndical, politique, des organisations qui jusque-là étaient plus timides envers les mouvements antifascistes, etc. Ça a été une lutte collective, en fait. C'est pas la Jeune Garde toute seule qui a réussi à obtenir la fermeture de 5 locaux d'extrême droite à Lyon. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Il y a une baisse drastique des violences de l'extrême droite. Elles existent encore, malheureusement. Je vais pas dire le contraire. Preuve en est aussi avec ce qui s'est passé récemment. Mais en tout cas, il y a une baisse drastique. Donc, de ce point de vue-là, oui, effectivement, c'est un bilan aussi qu'on vient défendre. Et plus généralement, de défendre l'antifascisme, bien au-delà de la question de la Jeune Garde, de ne pas raconter tout et n'importe quoi sur l'antifascisme. On sait que le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bruno Retailleau, et ses services ont repris mot à mot les langages de l'extrême droite pour nous décrire, ont utilisé un nombre d'affaires, alors des fois par exemple comme ma condamnation, sans recontextualiser, sans pointer ce qui s'était passé, sans pointer les détails de cette condamnation, etc., mais aussi en mentant sensiblement, en allant chercher en fait tout ce qui pouvait
ressemblait de près ou de loin à de la violence politique était attribué à la Jeune Garde. Avec des trucs, évidemment, qu'on n'a jamais revendiqués, qu'on a même des fois condamnés. Ça, évidemment, nous, on se défend ensuite dans le mémoire en défense, etc. Mais ils arrivent avec une pile comme ça, donc le temps qu'on se défende sur 80%, en fait, le reste passe à la trappe. Donc on se doute que cette audience devant le Conseil d'État va être, somme toute, houleuse. Elle va être dure parce que c'est pas... ce qu'on risque d'entendre dans cette audience, c'est pas ce qu'on a souhaité défendre, c'est pas ce qu'on a mis en place, c'est pas notre histoire, c'est pas les choses qui ont été obtenues. Mais en tout cas, évidemment, c'est ce sur quoi on va se défendre. Et surtout, le plus important, encore une fois, et c'est là où je pense sincèrement ce que je disais au début de cet entretien, mais où certains se mettent le doigt dans l'œil, c'est d'imaginer que parce qu'il n'y aurait plus la Jeune Garde, parce qu'il y aurait telle ou telle personnalité qui serait plus mise en avant, etc., ce serait la mort de l'antifascisme. Non. Enfin, encore une fois, ils se mettent le doigt dans l'œil, c'est pas vrai. Tant qu'il y a de la vie, il y aura de l'antifascisme. Tant qu'il y aura des capacités de résistance, il y aura de l'antifascisme, et il y en a toujours. Même dans les situations les plus sombres. Je parlais récemment des États-Unis, où on peut se dire que c'était une société où il y avait encore moins de capacités de résistance, par exemple, que ce qu'on pourrait imaginer en France, parce que les structures sont pas les mêmes, parce que le libéralisme a fait 2 fois plus de mal dans ces territoires-là, etc., qu'il y a une société encore plus individualisée. Je suis pas en train de fantasmer la société française. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on pouvait imaginer que ce serait encore plus dur aux États-Unis, mais même là, il y a des exemples de résistance. C'est-à-dire que la dissolution, c'est aussi une arme un peu criminalisante utilisée. Ouais, on sait tout à fait. qu'un tiers dans la Ve République, un tiers des dissolutions ont eu cours sous Emmanuel Macron. 30%, je crois, des dissolutions qui sont faites. Est-ce que c'est un instrument aussi de pouvoir? Oui. Il y a un autoritarisme à tous les étages, et ces dissolutions en font partie. La question des libertés associatives, la question de la volonté de terroriser aussi des collectifs, et l'idée de pouvoir se défendre, parce que il y a eu plein d'autres dissolutions en dehors de la question antifasciste. Et oui, effectivement, il y a une instrumentalisation totale. Quand on sait qu'en plus, les dissolutions ont été mises en place à la base, justement après 1936, pour lutter contre les ligues d'extrême droite. Donc, encore une fois, rien que dans l'histoire de l'idée de la dissolution, il y a là aussi une torsion immense. Et vous parliez de la dissolution de la Jeune Garde. Est-ce qu'il est possible que plusieurs membres soient restés actifs alors que l'organisation a été dissoute? Parce qu'il me semble qu'une enquête aussi pour reconstitution de ligues dissoutes a été engagée. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que c'est possible que certains membres soient restés actifs alors que l'organisation a été dissoute? Forcément, cette question, elle vous est posée, étant donné aussi, pour revenir au début, la proximité que vous avez. Vous êtes cofondateur et vous avez certains liens avec des personnes qui sont mises en cause dans l'affaire. Est-ce que ça vous semble plausible? Oui, effectivement, médiatiquement est sortie cette information. Alors, on n'a pas du tout de nouvelles. Moi, j'en ai pas eu sur l'aspect juridique de cette question de reconstitution de ligue dissoute, etc. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où la dissolution a été prononcée, on a cessé nos activités diverses et variées qui tournaient autour de la Jeune Garde. Les seules activités qu'on a maintenues, et qui sont publiques, c'est pas caché, c'est de la lutte contre la dissolution. On avait d'ailleurs organisé une vente de t-shirts, on est apparu à la Fête de l'Humanité, par exemple, pour tenir un stand de lutte contre la dissolution. Ça, évidemment, on est en droit de le faire, ce qu'on a toujours fait. Par contre, évidemment, il n'y avait pas d'activité de la Jeune Garde à proprement parler. Il y a juste à voir nos réseaux sociaux, à voir notre activité au quotidien, etc. Par contre, d'imaginer que individuellement, certains ont cessé l'antifascisme, non, preuve en est même avec ma personne. Alors, effectivement, j'ai mené une activité de député, mais aussi de député antifasciste. D'ailleurs, je m'en suis jamais caché. Dès l'élection de 2024, alors à ce moment-là, il n'y a pas la dissolution de la Jeune Garde qui est encore effective, mais je le dis, je le revendique, j'ai été élu aussi sur ces bases-là. C'est aussi pour ça que des gens m'ont fait confiance. C'est de dire qu'on ne cédera pas un morceau de terrain à l'extrême droite. D'ailleurs, il me semble qu'une de mes premières actions, c'est de monter en Angleterre, alors qu'il y a des émeutes racistes qui inondent le pays, qui sont d'une violence inouïe. Je monte en Angleterre, c'est aussi ça l'antifascisme. C'est pareil, il y a qui à ce moment-là qui a été prêt à aller sur le terrain? Pas grand monde à gauche. Enfin, moi j'aimerais bien qu'on soit plus. Ouais, mais il faut des gens qui aient le courage, et je suis pas en train de là me vanter les mérites, c'est l'ensemble du mouvement antifasciste. Heureusement qu'il y a des personnes qui décident de se rendre dans des situations. Moi, quand je me rends à Londres, à ce moment-là, je sais pas ce qui va se passer. Alors heureusement, ce jour-là, on est tellement des milliers dans la rue que les milices d'extrême droite peuvent rien faire. En fait, d'ailleurs, c'est toujours l'idéal. Moi, je pense que l'idéal, et ça doit être le constat qu'on doit se faire
lorsqu'il arrive ce genre de choses, c'est que la meilleure réponse antifasciste, c'est qu'on soit le plus nombreux et nombreuses. Et ça avait réussi à paralyser les violences de l'extrême droite ce jour-là. Ça a été le moment où les émeutes racistes en Angleterre ont cessé. Il y a eu des appels à rassemblement dans tout le pays. C'était après 3 semaines d'émeutes racistes. On a réussi à paralyser les émeutes racistes en étant des milliers et des milliers dans la rue. Ce qui fait qu'ils n'ont pas osé sortir dans la rue ce jour-là. Mais ce jour-là, moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'on va être 1000 ? Est-ce qu'on va être 100 ? Est-ce qu'on va être confronté à une attaque de l'extrême droite ? Et qu'est-ce qui se serait passé ce jour-là ? Si on se fait attaquer par des milices d'extrême droite, c'est archi violent, que je me retrouve au milieu de ça, on aurait dit quoi ? On aurait dit, regardez, il y a un député extrêmement violent, machin. Et hop, décontextualisation, etc. etc. Donc voilà, donc encore une fois, surtout maintenir l'antifascisme, le rendre le plus massif possible, le rendre le plus accessible possible, le sortir d'un certain isolement. Un maximum, c'est ce qu'on a tenté de faire à chaque fois avec la Jeune Garde, ce qu'on avait réussi en partie à faire. Alors, sortir de l'isolement, on en arrive maintenant à vos liens étroits avec la France Insoumise, qui sont aussi, d'une certaine manière, mis en cause. En tout cas, la France Insoumise est un peu mise sous pression par la gauche, on va dire, qui voit dans son alliance avec la Jeune Garde, notamment à travers vous, la perméabilité à une certaine violence. Je sais que dans le mouvement antifasciste, certaines critiques aussi ont pu émerger, indépendamment de cet événement, sur la question du parlementarisme. Est-ce que c'est la bonne idée d'articuler l'antifascisme à la voie parlementaire ? Vous êtes un peu l'incarnation de cette articulation entre l'antifascisme et l'institution. Donc c'est quelque chose d'assez inédit. J'aimerais bien que vous nous en disiez un mot, tout simplement. Quel bilan vous tirez de ça, étant donné le contexte ? Est-ce que vous pensez que c'est une erreur ? Est-ce que vous pensez en revanche que c'est toujours possible, qu'il y a quelque chose à creuser ? En tout cas, on sait que Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, dans son ensemble, fait vraiment bloc derrière vous et a fait de l'antifascisme même une projection pour les années à venir et a mis le cap aussi sur la présidentielle autour de cet arc antifasciste. Est-ce que vous creusez ce sillon-là ? Je pense qu'il faut systématiquement se poser la question de quel est le plus efficace pour lutter contre l'extrême droite, tout le temps. Il n'y a pas de réponse parfaite. Sinon, en fait, on serait débarrassé de ce problème et on n'aurait pas besoin de lutte antifasciste. Donc systématiquement, il faut se reposer la question. Et je pense qu'encore une fois, il n'y a pas de réponse exacte. Nous, on partait du principe qu'il fallait lutter contre l'extrême droite à tous les étages. C'est-à-dire que lorsqu'ils mènent des attaques et des violences extrêmement dures dans la rue, il fallait être en capacité de proposer une réponse à ça. Lorsqu'ils décident d'investir des institutions comme l'Assemblée nationale, on ne peut pas nier ça et faire comme si ce n'était pas un problème, ou alors comme si ce n'était pas notre problème et que d'autres allaient s'occuper de cette situation. On s'est dit que la meilleure façon d'y répondre, c'était d'investir aussi cette question-là. Parce qu'on a vu des néo-nazis investir l'Assemblée nationale, des identitaires, des royalistes, à travers soit des investitures de la part du Rassemblement national, soit à travers des assistants parlementaires, peu importe. Lorsqu'on a vu ces gens rentrer dans ces institutions, on s'est dit qu'il fallait que les antifascistes y soient. Et à tous ceux qui espèrent que les antifascistes disparaissent de ces institutions, pourquoi pas, ça se pose. Mais on partira quand il n'y aura plus de néo-nazis, de royalistes ou d'autres groupes d'extrême droite qui investiront ces institutions. Voilà tout. Après, pour ce qui est de la France Insoumise, je pense qu'aujourd'hui, elle garde le cap, encore une fois, sur la question du fascisme, mais c'est pas que vis-à-vis de la Jeune Garde ou que vis-à-vis de cette affaire, ça fait quand même déjà un moment que la France Insoumise et d'autres mouvements parlent du retour de la nécessité de l'antifascisme, avec le slogan du NPA qui était antifasciste tant qu'il le faudra. Je pense que c'est un peu le mot d'ordre aujourd'hui, et que ça s'accentue, et que tout le monde le constate. Et en fait, encore une fois, je le redis, c'est inquiétant que ça soit principalement que la France Insoumise qui s'occupe de cette question-là, que ça doit être l'ensemble des organisations politiques. Maintenant, la France Insoumise a toujours été claire dans ses propos, à travers les prises de parole, notamment de Jean-Luc Mélenchon, mais pas que, des divers responsables politiques, à travers la pratique du service d'ordre de la France Insoumise, que ce ne sont pas les mêmes que ceux de la Jeune Garde, qu'évidemment, c'est des façons différentes d'appréhender des situations, de la réponse à donner, etc., etc. Mais par contre, dès le départ, il y a eu une volonté de la France Insoumise, je pense, y compris de la part de Jean-Luc Mélenchon, de dire « Attendez, il y a des jeunes qui sont sous le terrain depuis des années, qui ont obtenu des victoires, comme je disais, la fermeture de locaux, etc., qui ont réussi à sortir de l'antifascisme de certains dont certains se faisaient des fantasmes, etc., qui essaient de reconstruire des liens, qui essaient de faire autre chose. » Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, on a eu des discussions à plusieurs reprises, alors que ça soit de façon individuelle, ou même, il était venu une fois d'ailleurs à un camp d'été, on a eu beaucoup d'échanges
sur tout ça, sur ce qu'on mettait en place, etc. Et d'ailleurs, il nous a mis en garde à plusieurs reprises. Il nous a dit attention parce que je sais les risques que vous prenez, je sais la violence à laquelle vous faites face, parce qu'il savait que certains avaient déjà dû faire face, notamment à des menaces jusqu'à leur domicile, etc., etc. Il a dit faites attention à ne jamais tomber dans le piège de la violence. C'était aussi les mots de Jean-Luc Mélenchon, mais que nous aussi on se répétait avec la jeune garde. Faire attention à lorsque un militant d'extrême droite nous sort un couteau, nous on ne doit pas sortir de couteau, jamais. On n'a pas de couteau sur nous. On ne doit pas répondre avec cette violence-là, jamais, jamais, jamais. Lorsqu'ils attaquent à nos domiciles, on ne va pas attaquer des gens à leur domicile parce qu'on n'est pas comme ça. Et évidemment, c'était aussi dans les préoccupations de nous en tant que militants et militantes antifascistes, mais plus largement de l'ensemble de notre camp, y compris de la part de Jean-Luc Mélenchon. Et je pense que ça doit être encore à l'esprit de tout le monde. Malgré toute cette instrumentalisation, on a l'impression qu'on est dans une perte de repères qui doit toujours nous animer. En fait, on n'est pas comme l'extrême droite. On ne doit jamais tomber dans ces pièges-là. Et s'il peut y avoir des erreurs de la part des militants fascistes, mais plus largement de la part de l'ensemble de notre camp, des militants écologistes ont pu des fois faire preuve d'une combativité certaine. Certaines fois, nous, on ne partageait pas certaines pratiques, etc. On doit en discuter et mettre ça sur la table. Et si on doit se corriger collectivement, on doit le faire collectivement. Vous parliez de rendre massif la nécessité dans cette atmosphère criminalisante de rendre massif l'antifascisme. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure manière d'y accéder ou est-ce que c'est une voie un peu marginalisante malgré tout, cette voie-là que vous... Je pense qu'on ne doit pas se contenter de ça. On ne doit pas se contenter de dire nous aussi on va combattre l'extrême droite jusqu'au Parlement ou à travers par exemple la question de l'autodéfense, etc. Non, certainement pas. Ça doit être à tous les étages, tout. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, nous on avait ce truc un peu avec la jeune garde de dire c'est certainement pas l'antifascisme, c'est certainement pas les groupes qui s'autoproclament antifascistes. C'est toutes les personnes à un moment donné qui décident de lutter contre l'extrême droite à toutes les échelles, que ce soit des influenceurs sur les réseaux sociaux, que ce soit aussi en partie des journalistes qui décident de documenter ce qui se passe à l'extrême droite, qui ont le courage de le faire, parce qu'on sait aussi que les journalistes aussi sont menacés de mort, sont des fois attaqués physiquement aussi par l'extrême droite, etc., etc. Donc en fait, c'est un tout, à tous les étages. Partout où il y a de la résistance, partout où peut exister des alternatives au projet mortifère de l'extrême droite, alors oui, là sera la réponse, quoi. Et quand je dis massifier, c'est pas forcément qu'à travers un rassemblement où, voilà, comme à Lyon, il y avait plus de 10 000 personnes. C'est massifier aussi les idées de l'antifascisme. Et ça commence par ne pas céder. Enfin, je pense que l'erreur de certains responsables politiques à gauche, on l'a dit un peu de façon plus antérieure dans l'entretien, mais c'est de penser que c'est les médias qui font la pluie et le beau temps. C'est terrible. Parce que les médias, encore une fois, je parle des médias traditionnels, qui appartiennent aux milliardaires, etc., eux, ils ont des objectifs politiques. Ils font pas leur travail pour donner de l'information juste. Ils font ça parce que des milliardaires, eux, ont des intérêts politiques. Ils ont des objectifs politiques à atteindre, etc. Donc, se lier à leur agenda politique, c'est une erreur, mais fondamentale. Et que la première des bases pour que l'antifascisme reste massif et reste solide, ça va être de tenir la barre. Typiquement, en évitant de reprendre tous les mots de l'extrême droite la plus dure dans des moments où ça tangue. Voilà. 2 petites dernières questions. En ce moment même, certains de vos camarades antifascistes sont donc mis en examen, dont 2 de vos collaborateurs. Est-ce que vous avez des nouvelles d'eux ? Est-ce que vous gardez relation ? Est-ce que vous gardez des liens avec eux ? J'ai pu avoir des nouvelles, notamment à travers un avocat. Alors forcément pas sur l'enquête en elle-même, juste sur demander des nouvelles, quoi. Ouais, c'est dur. C'est dur forcément, d'autant plus que notamment pour Jacques-Élie Favreau, en l'occurrence, qui a été très médiatisé, je le connais bien. Je sais qu'il n'aurait jamais voulu ça, quoi. Il n'aurait jamais voulu qu'il y ait un mort. Il n'aurait jamais voulu qu'il y ait une telle violence qui se déchaîne sur la fin, justement, de cet affrontement, etc. Je ne sais toujours pas pourquoi il s'est retrouvé là, exactement. Vous étiez à Paris, en tout cas. Moi, j'étais à l'Assemblée nationale. Lui, il était à mi-temps. Et le fait est, c'est qu'il venait d'avoir un appartement à Lyon, parce que sa famille habite pas loin, que c'était un peu un entre-deux entre Paris et Avignon. Bon, ça, c'est du détail au milieu de tout ça. Mais voilà, pourquoi est-ce qu'il se retrouve à Lyon ? Je sais pas dans quelles circonstances il s'est retrouvé, en tout cas, dans cet affrontement. Mais je le connais très bien et je sais que voilà, j'imagine dans quel état il doit être aussi
Je sais pas en fait dans quel état il doit être exactement, mais c'est sûr que ça doit être particulièrement dur parce que s'il pouvait tout faire pour que ça n'arrive pas à nouveau et que ça ne soit jamais arrivé, il le ferait. Ouais. Pour finir sur cette dynamique antifasciste, on prête cette formule à Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, il est aussi beaucoup critiqué par cela, puisqu'elle résumerait cette stratégie de conflictualisation qu'on lui reproche, qui serait qu'à la fin des fins, ça se terminera entre eux et nous. Est-ce que vous partagez cette analyse? Oui. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon le dit depuis 2012, il me semble. Nous aussi, dès les années 2010, on est plusieurs évidemment à dire attention, le fascisme revient, parce qu'on a une lecture évidemment matérialiste de ce qui est en train de se passer. On comprend qu'il y a une crise du capitalisme majeure. Qui dit crise économique dit crise sociale. Crise sociale dit que y a de la colère dans la population, que les gens se retournent tout à coup vers les responsables politiques qui leur ont fait miroiter pendant des années que ça allait être la propriété privée pour tout le monde, que tout le monde allait pouvoir vivre dignement, etc. Ce n'est plus le cas. Et donc, dans cette période de crise, forcément, il y a une crise politique qui débouche et les élites politiques, économiques en premier lieu, cherchent des alternatives pour pouvoir poursuivre cette exploitation économique et s'enrichir toujours plus. C'est ça, en réalité, leur objectif. Et donc, il n'y a pas mille solutions que le fascisme. Évidemment que il n'y a pas de meilleure solution que l'autoritarisme, que le racisme, pour légitimer, pour asseoir leur possibilité de poursuivre l'exploitation de l'être humain sur l'être humain et s'enrichir toujours plus. Parce que sinon, la société, elle craque et à l'inverse, on chercherait d'autres alternatives que le capitalisme, que cette société-là. Et donc oui, et je pense que c'est déjà le cas en fait. C'est déjà eux ou nous. Par contre, à tous ceux qui penseraient que d'exprimer cette formulation, ce serait participer au clivage en cours, que du coup, de façon soit voulue, soit non voulue, on propulserait l'extrême droite à la place où elle est, etc. Mais ils sont fous, les gens. Il y a plein de pays où il n'y a pas de gauche radicale au pouvoir, ou même en état de résistance, etc., où ça s'opère aussi. Le fascisme s'opère. Aux États-Unis, j'ai pas l'impression que Donald Trump, lors de la dernière présidentielle, ait dû faire face à une gauche un peu forte sur ses appuis. Pas du tout. Il a fait face à ce qui se fait de classique chez les libéraux, etc. Et pour autant, le processus fasciste est en cours. Donc c'est une erreur, mais immense, de penser que ce serait à cause d'une gauche ferme sur ses appuis que le fascisme prendrait de l'ampleur. Pas du tout. Moi, je pense tout l'inverse. Je pense que plus la gauche est solide sur ses appuis, plus il y a des gens qui peuvent se reposer là-dessus, peuvent se saisir de ça pour être en capacité de résistance et donc de limiter la casse, d'éviter que l'extrême droite prenne le pouvoir, d'éviter que l'autoritarisme prenne de plus en plus le virage qu'il est déjà en train de prendre, mais en tout cas de façon plus forte, et surtout offrir des alternatives. Enfin, on peut raconter ce qu'on veut aux gens, je suis le premier à lutter contre l'extrême droite pour ce qu'elle est, etc. Mais à un moment donné, faut proposer autre chose, proposer des alternatives à cette société-là. Et donc pour ça, faut une gauche qui soit solide sur ses appuis et qui soit en capacité d'amener toutes ces possibilités en tout cas. Merci beaucoup Raphaël Arnaud pour cet entretien qu'on a compris pas simple pour vous dans le contexte actuel. Merci à vous.